Ce jour-là, le parc est en ébullition. 3500 visiteurs prennent place dans les gradins pour assister à un spectacle historique de Vikings. 25 acteurs costumés jouent dans ce show qui remporte toujours un énorme succès. Sur leur dracard, les acteurs déguisés en Vikings lancent l'assaut. Une scène qui s'embrase, des cascades, du grand spectacle devant une assistance ébahie. Sous ce masque, Alexandre. C'est la guerre! Il fait partie de la troupe de comédiens. Pour divertir le public, Alexandre prend tous les risques. À la fin, Alexandre meurt dans ce puits. Les acteurs ont livré une prestation sans faille devant un public conquis. Ce type de spectacle historique attire chaque année 2 millions de visiteurs. Élu meilleur parc du monde en 2012, le Puy du Fou se dresse fièrement en plein bocage vendéen. Ici, vous ne trouverez aucun manège, mais 20 spectacles qui racontent la grande histoire de France. Des shows poétiques aux plus épiques. Cette aventure extraordinaire a débuté en 1978. À l'époque, la famille De Villiers crée un spectacle nocturne grandiose, joué aujourd'hui devant 14 000 personnes. Ce show pyrotechnique reste toujours le plus gros enjeu de l'été. Pourquoi ils sont en retard comme ça? Faut oublier des choses, faut oublier des avions. C'est la merde. Sur scène, les acteurs n'ont pas le droit à l'erreur. Nicolas De Villiers ne laisse rien passer. T'es pas dedans en fait. D'accord. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que t'écoutes pas la musique. En période estivale, les comédiens enchaînent les représentations et prennent tous les risques. Grâce à ces cascadeurs, nous allons vous dévoiler les dessous de ces spectacles. La pâte qu'on utilise pour faire ces effets feu, c'est une pâte spéciale, une sorte de marmelade, prête à l'emploi, exprès pour ce genre d'effet. Chaque été, ce parc a un défi de taille, nourrir 20 000 personnes par jour. Même à table, le spectacle ne s'arrête jamais. Au beau jour, 1 millier d'animaux participent au show. Et les soigneurs doivent veiller sur les nouveau-nés. Moi, un œuf, je le prends, je le cache, je le mange. Mais là, un œuf, il bouge devant moi, il y a un bébé dedans. Donc c'est magique. Et pour séduire le public, tous les rêves sont permis. Cet été, Hélène a fait le pari d'être la première femme au monde à voler avec des oies. Ah, les oiseaux, s'ils font une connerie, elle est foutue. On n'aura pas le temps de les récupérer. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les équipes du Puy du Fou. Vous allez découvrir tous les secrets du parc préféré des Français. Plongez dans les coulisses d'un lieu étonnant et mystérieux. Un décor féerique, des villages médiévaux grandeur nature qui replongent les spectateurs dans l'histoire de France. L'été, le parc attire chaque jour 20 000 visiteurs. En ce début de saison, une affluence exceptionnelle attend Laurent, le directeur du parc. Bon, c'est parti, allez, c'est parti, voilà. Laurent est un peu le gardien du temps. Les visiteurs ne doivent jamais attendre et il doit éviter tout grain de sable dans le système. Déjà, bonne nouvelle, l'informatique fonctionne bien. Le pire qui puisse arriver, c'est que les pads tombent en rade, donc ils contrôlent le billet. Donc rien qu'au bruit, ça a l'air de fonctionner, quoi. Mais ce matin, à l'entrée, rien ne va plus. Les portiques informatisés ont lâché. Non, il y a des... Non, justement, il y a des soucis, ça.
Il y a quelques-uns qui sont passés, mais il y a un problème informatique qui est... Bah oui, ah d'accord, ça c'est embêtant. Aucun visiteur ne peut entrer. Toute l'équipe est sur les dents. Ouais. Mais Wi-Fi général ou Wi-Fi contrôle? Ah ici, uniquement, d'accord. Laurent doit très vite régler le problème, car le programme des spectacles est minuté. Dehors, la file d'attente s'allonge. C'est grand temps d'ouvrir, hein, parce que là il y a déjà 2 à 3 000 visiteurs sur la raquette d'entrée. Et ensuite sur le parking, ça rentre énormément aussi. Donc là c'est le genre de blague qu'il ne faut pas faire tous les jours, hein, parce que sinon ça nous décale ensuite les spectacles. Après 10 minutes de panne, tout rentre dans l'ordre. Laurent l'a échappé belle. Il y a eu chaud là. Démarrage en trompe ce matin sans Wi-Fi, faut pas faire ça tous les jours. Hein. Une fois par an ça suffit, hein. Surtout, évidemment ça n'arrive pas une petite journée, hein. Ça arrive toujours des grosses journées. Hein, non. Ça c'est ce qu'on dit à chaque fois, des problèmes de toute façon, ou c'est le 14 juillet, ou c'est le 15 août. Les visiteurs partent à l'assaut du parc. Là encore, le directeur se transforme en agent de la circulation. Il doit gérer le flux des spectateurs. Ah, voilà, premier bouchon. Voilà, monsieur, vous pouvez aller voir maintenant Mousquetaire de Richelieu, juste à côté. Hein. Bonjour madame. Voilà, là c'est complet pour l'instant. Vous pouvez aller voir Mousquetaire de Richelieu, juste à côté, ou les Vikings. C'est les premiers spectacles qui sont surchargés. Voilà. La difficulté, en fait, c'est de leur faire comprendre qu'ici, les spectacles commencent pile poil à l'heure. On n'est pas dans un parc d'attractions, on est vraiment dans un parc à spectacle. Donc il faut bien démarrer le spectacle à une heure précise. Voilà, messieurs, dames, vous pouvez aller au Viking maintenant, messieurs, dames. Par là. Le bâtiment qui est en face, voilà. Pour offrir aux visiteurs un voyage dans le temps, les organisateurs ont construit un parc de 65 hectares. Partout, des attractions et des scènes pour les spectacles. Et parmi eux, cette prouesse. Un stadium de 6000 places, digne des grands cirques romains de l'Antiquité. Ces arènes font salle comble 3 fois par jour dans une ambiance surchauffée. Tel des Romains assoiffés de sang, le public réclame du pain et des jeux. Il est venu voir le combat des gladiateurs. Ici, pas question de décevoir l'empereur César, qui a droit de vie ou de mort sur ses esclaves. Qui donc a voulu narguer le divin empereur de Rome? Pour faire frissonner le public, les organisateurs ont prévu les grands moyens. Dans l'arène, c'est l'arrivée des fauves. Les spectateurs retiennent leur souffle. Alors que les fauves captent l'attention des visiteurs, en coulisses, tout le monde s'affaire dans les écuries. Dans quelques minutes, le public aura droit au clou du spectacle, une course de chars gallo-romains. Tu mettras des bouchons, lui, s'il te plaît. Quentin est conducteur de char, un métier risqué. Pour éviter de perdre le contrôle de son véhicule, il met ses chevaux dans les meilleures conditions et les protège avant chaque départ. Alors c'est des bouchons, on leur met des bouchons par rapport à la musique. Parce que la musique sur scène est très forte. Et en général, ça a tendance à les tendre un peu, les chevaux. Donc les bouchons, c'est comme nous, quand on est dans une usine et que ça fait beaucoup de bruit, on est plus apaisé avec des bouchons. Bah, c'est la même chose, on leur met des bouchons pour les apaiser. Ça leur fait pas mal. Hein. C'est comme si nous, on se mettait un coton dans l'oreille ou un bouchon d'oreille, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ce spécialiste de l'attelage conduit des chars depuis l'âge de 17 ans. Ce que ne savent pas encore les spectateurs, c'est que le classement de la course et des accidents sont déjà prévus à l'avance. Les cascades sont faites suivant les couleurs. Donc en rouge, je casse le char et je me fais traîner derrière. Le bleu, il perd sa roue. Et le blanc, bah, il gagne. Et le vert, il perd. Voilà. Donc c'est tout le temps la même chose. Je perds à chaque fois, je casse à chaque fois. Donc ça, c'est défini dans le scénario du spectacle.
cette boucle-là, tu la recules de 2 trous. Il y a une marque, une petite marque. Impeccable, merci. Plus que quelques secondes. Pour sa première cavalcade de la journée, Quentin doit éviter de se blesser. Alors là, ça doit être ma 1385e course de char. On a tout le temps la petite boule au ventre avant de partir. C'est ce qui fait la force de ce rôle-là. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Sachant qu'on est 4 avec 16 chevaux dans un tout petit espace. Il suffit qu'un petit élément enraye la chorégraphie et ça peut être l'accident. Dans l'arène, l'ambiance monte. Quentin fait son entrée. Le quadrige rouge de Routuba de Carthage. C'est parti pour Quentin et ses adversaires. Lancés à 40 km/h sur leur char, les conducteurs peuvent être éjectés à tout moment. Au fil des tours, les chars se délitent. Une course à la baignure qui pour Quentin va mal se terminer. Son char s'est cassé au bon moment, mais un bout de bois qui devait provoquer sa chute n'a pas été jeté sur la piste. L'effet recherché n'a pas marché. De retour en coulisses, il est furieux. Putain, le totem, il est pas tombé! Putain! Chier! Là, on a eu un petit souci de décor. Le décor que normalement je pose dessus tombe, bah, il est pas tombé. Je sais pas pourquoi. Donc bah, l'effet ne marche pas à 100%. C'est les joies du spectacle en direct. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui c'est qui a tiré le totem? C'est moi. Qu'est-ce que t'as branlé? Ah, le temps qu'il trouve la goupille. Quentin a aussi commis une petite bévue. Cet artifice devait exploser en course. Il y a un capteur que j'ai oublié d'enlever, un bout de ficelle, une sécurité que j'ai oublié d'enlever. Ça arrive. Chaque mise en scène est normalement réglée au cordeau et tous les effets spéciaux doivent fonctionner. Voici le secret de cette cascade. Le principe pour casser le char est très simple. Au moment où le décor tombe, les chevaux, je dirige les chevaux sur le décor. Et au moment que je passe sur le décor, j'appuie sur une pédale. Et le fait d'appuyer sur la pédale et l'impact du décor permet à l'arrière de se libérer. Il y a un artifice qui pète pour faire une fumée blanche. Et après, tout ce plateau-là descend et je me retrouve allongé. On voit déjà des cascades au cinéma justement avec ça, mais sans ce système-là. C'est une cascade qu'on peut faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout de 4 fois, on se fait mal, on ne peut plus la faire, quoi. Donc il faut trouver des astuces qui permettent de faire une cascade de cinéma, mais la faire des centaines et des centaines de fois. Allez, chevaux, marchez! Cet amoureux des chevaux est devenu cascadeur par hasard. Le parc lui a offert la possibilité de mettre son savoir-faire au service du spectacle. Aujourd'hui, il n'échangerait sa place avec personne. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait peut-être tout le temps la même chose, mais comme c'est des animaux, c'est du direct. À chaque fois, on a un petit quelque chose qui fait que c'est pas la routine, c'est plaisant à chaque fois. Les cavaliers enchaînent 3 courses chaque jour. Quentin repart dans 1 heure. Mais un char est hors service. Il doit très vite le réparer. Alors meneur de char, il faut savoir tout faire parce qu'on a des chevaux, donc il faut s'occuper des chevaux. Et aussi du matériel qui est aussi important pour la sécurité lors du spectacle. Donc les chars, ils font environ 2000 km par an. Donc c'est énorme pour des chars romains qui sont pas conçus pour ça. Donc avant qu'on ait vraiment l'accident, que toute cette partie caoutchouc s'en aille, on va changer la roue. Donc au préalable, on a préparé des roues. On les a peintes et puis maintenant il faut les changer. Allez, vas-y. Pas le temps de traîner. Au Puy du Fou, qu'il s'agisse des décors, des effets spéciaux ou des accessoires, tout est conçu sur place. Tac, magnifique. Et en plus, ça roule. Tu as un char tout beau, tout neuf, tu vas aller 2 fois plus vite maintenant. Prêt pour la prochaine course, le char rouge et le char blanc. Il y en a un qui va gagner, l'autre non, mais bon.
C'est comme ça. Dans ce parc, il se passe toujours quelque chose. Au cœur de l'été en journée, une dizaine de spectacles historiques se déroulent en parallèle. Je voudrais lui offrir une fête très belle. Plus la saison avance, plus le public est nombreux. Les organisateurs sont donc obligés de rajouter des représentations. Par exemple, dans cet amphithéâtre au nord du parc. Sur cette scène, la multiplication des spectacles est difficile à suivre pour ces acteurs un peu particuliers. Voici l'un des shows les plus spectaculaires, le bal des oiseaux fantômes. Des fauconniers font voler au-dessus de l'assistance des oiseaux d'exception, des vautours, des aigles et même des hiboux. Un ballet aérien complexe car ces volatiles sont imprévisibles et pas toujours obéissants. Les fauconniers ne doivent en perdre aucun. Allez, bouge pas. Pour y parvenir, Élodie a une technique. Afin d'habituer les oiseaux à voler d'une tribune à l'autre, elle leur donne à chaque fois une récompense, un peu de nourriture. Super! Ancienne soigneuse de volatiles, Élodie est devenue une des chorégraphes de ce ballet. Toujours le nez en l'air, elle ne lâche pas ses oiseaux d'une semelle, car ils pourraient heurter un spectateur. Ouais, même au fond, Faut y aller au petit vautour ou pas? Est-ce qu'il faut aller au petit vautour? Bah faudrait peut-être le dire par contre les gars avant. Autre difficulté, le show ne dure que 30 minutes. Élodie doit donc déclencher chaque vol à la seconde près. Allez mon grand, on y va. Allez Sénégal. Allez bonhomme. Ah ok, c'est parti pour Sénégal. Pendant le spectacle, la distribution de nourriture aux oiseaux ne suffit pas toujours à les rendre dociles. Au beau milieu du show, ce faucon refuse de rentrer au bercail. Tel un cow-boy, ce fauconnier rattrape le fugitif. Il est parti, il s'est écarté un peu dans le vent. Et du coup, pour revenir, il faut un petit peu donner des ailes, donc ça a mis un peu de temps, mais c'est pas grave. C'est un oiseau, hein. C'est pas une mécanique. Aussitôt pris, aussitôt reparti. Ce petit jeu dure parfois des heures. Et du coup, dans ces cas-là, faut quand même qu'on enchaîne le spectacle. Mais derrière, les gars viennent avec un leurre et ils arrivent à les rentrer comme ça. Ces oiseaux rares sont capricieux. Princesse au bal des oiseaux, c'est parfois périlleux. Il arrive que ces rapaces fondent sur ces jeunes femmes. Alison en sait quelque chose. La semaine dernière, ce grand-duc de Sibérie de 2 kilos au bec d'acier l'a heurté en pleine tête. Ah, ça a dû faire mal parce qu'en plus, c'est un oiseau qui est costaud, qui est lourd et qui a de la force. Qui est en plein vol et bam. Ouais. Aïe. Du coup, maintenant, tu vas y penser à chaque fois. Mais j'ai trop peur là. Tu sais qu'Elisa, la dernière fois, Elisa, elle s'est fait accrocher par une buse en descendant là au tout début. Et maintenant, ça se voit, elle est toujours en train de regarder à droite à gauche, elle a peur en fait. Pendant le show, Élodie doit réaliser un autre défi. Faire un numéro avec ce volatile d'Amérique du Sud. Un caracara, l'un des oiseaux les plus malins de la famille des faucons. Oui, bonhomme. Allez, c'est parti. Sur scène, telle une magicienne, elle cache de la nourriture dans un de ses gobelets. L'oiseau doit trouver le bon. Pour cela, Élodie a un petit truc. Ah, est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il faut le dire? Ouais, il y en a un. En fait, on le voit pas du tout. Enfin, le public le voit pas. C'est vraiment très discret. Il y a une longe qui est un tout petit peu plus longue que les autres. Donc, en fait, le public ne voit rien, mais lui, il le voit par contre. Et il se trompe jamais, 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 jamais. Il a appris super vite. Pour réaliser ce tour de bonneteau, les fauconniers ont entraîné l'oiseau à soulever le gobelet doté de la plus grande lanière de cuir en y mettant toujours de la nourriture. Le volatile ne fait jamais d'erreur. Une vingtaine d'espèces défilent devant un public émerveillé. Et ils n'ont encore rien vu. À peine sortis de scène, Élodie et les autres fauconniers s'activent. Ils vont offrir au public un finish en apothéose
envoyer ce ballon dans le ciel. Allez, viens là, mon grand. Non mais toi, tu fais comment? Non, 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 mais c'est pas toi que je veux. Viens là. Ah, raté. On fait la marche. Tac. Mesdames, messieurs, les manègements décollés, veuillez bien vous asseoir. S'il vous plaît, attachez vos ceintures, c'est parti, le décollage va commencer. Le décollage va commencer. Dans quelques minutes, ces aigles et ces vautours vont s'élancer de leur trappe à plus de 200 mètres d'altitude, sensation garantie. Mais surtout, Élodie devra les récupérer à l'arrivée. Au sol, un scénario digne d'Hitchcock se déroule. 60 rapaces s'envolent. Au total, plus d'une centaine d'oiseaux dans le ciel que les fauconniers doivent surveiller. 200 mètres plus haut, c'est le grand moment. Les rapaces plongent dans le vide. Au loin, le stadium. Le vautour semble fondre sur le public, mais il retrouve toujours son chemin. À l'arrivée, Élodie lui tend les bras. C'est quand on a tous les oiseaux qui volent ensemble, je trouve que c'est le plus joli. La seule peur que tu aies, c'est qu'ils atterrissent sur toi. Ça, c'est le seul inconvénient. Ça donne énormément de frissons. Voir la façon dont les animaux en fait répondent au doigt et à l'œil, c'est fantastique. Même c'est marrant parce que les oiseaux qui viennent nous frôler vraiment de très très près, c'est impressionnant. Et le final, c'est très 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 joli. Dans les tribunes, Élodie est comblée. Avec tout le travail qu'on fait derrière, de voir tous les oiseaux comme ça qui volent d'un coup, ça fait toujours, c'est même pas plaisir, c'est, je sais pas si on peut appeler ça du bonheur, mais c'est hyper agréable de voir le résultat, quoi. C'est souvent que, enfin moi en tout cas ça m'arrive souvent, de te poser en spectateur et tu regardes juste comme ça et tu trouves ça trop beau, quoi. C'est trop génial. Moi je pourrais le voir 50 fois que je m'en lasserai jamais. Pour réussir 5 fois par jour une telle performance, Élodie entraîne ses oiseaux pendant des heures, chaque matin. Tu le fais? Je m'en vais avec Pierre faire le faucon. Oui. Je sais pas, en ce moment il fait du point dans le château. Non, il fait que du point là. Faire du point, c'est la première technique pour exercer les volatiles à venir se poser sur le bras du fauconnier. Une discipline nécessaire pour que ce rapace fasse un jour partie du bal des oiseaux. C'est bien. C'est juste attendre le point normalement. Il n'y a pas de geste. Après, le tout, c'est de les intéresser, d'essayer qu'ils regardent un peu ce qu'on fait. Et tous les matins, on les entraîne. C'est de la répétition. Parce que là, ils savent déjà le faire. Donc c'est pour confirmer. Comme elle le fait en spectacle, Élodie lui propose son petit déjeuner préféré, du poussin frais. Des fois, le matin, ils sont pas très réveillés aussi, il faut dire. Encore une fois, c'est des bébés, donc tout est nouveau pour eux. Madame, le premier royal. Il est beau, hein. Magnifique cet oiseau. Cette tête. Pas question de le caresser. Ce Milan royal le vivrait comme une agression. Tac. Pour que les oiseaux planent au-dessus du public et attrapent au vol de la nourriture, Élodie utilise une seconde technique. Elle leur jette en l'air des morceaux de viande. Super. Mais certains font la fine bouche. Allez, mon grand. Oh, tu vois, il les refuse presque. Il y a certains caractères qui ont peur de rien. On a des Milans qui, en spectacle, qui vont chercher de la nourriture jusqu'au dans les pieds des gens. Surtout à l'heure du déjeuner. Et du coup, ça, c'est pas terrible. Ces entraînements quotidiens, c'est l'une des recettes qui fait le succès du parc. Derrière cette réussite se cache une famille, les De Villiers, Philippe
et son fils Nicolas Devilliers. Depuis 13 ans, ils travaillent main dans la main pour créer de nouveaux spectacles. À Philippe, l'écriture des scénarios. Son fils, lui, se charge de la mise en scène. Au fil de l'été, Nicolas parcourt de plus en plus de kilomètres. Il passe en revue tous les shows qu'il a préparés pendant l'hiver. Nico, tu vas le regarder là? Tu vas direct là? Ouais, je t'accompagne alors. Incognito dans la foule, il observe le jeu de ses acteurs. Son objectif, améliorer semaine après semaine les spectacles et remotiver ses troupes à quelques jours du mois d'août, le plus important de la saison. Cet après-midi, Nicolas vient donc regarder Le secret de la lance, un spectacle de joute de chevaliers. Son œil d'expert reconnaît tout de suite une bonne performance d'une mauvaise. Il semble satisfait. Tu vois, ce qui est bien, c'est que les gars sont réguliers. C'est-à-dire ils suivent vraiment la trame. Bah oui, c'est hyper important. Mais Nicolas ne laisse rien passer et le jeu de l'actrice lui déplaît. Elle n'est pas dans le rythme. Putain, elle n'est pas dans le rythme. Hallucinant. Pas dedans là. C'est qui là, notre amie Marguerite? C'est Jessica. À peine le spectacle terminé, on y va. Le directeur artistique veut recadrer la comédienne. Bon, Jessica, on va se voir un peu là. On va se faire un petit point, ça va? Oui. On va se faire un petit point en scène. Dès que le public est sorti, tu enlèves ton manteau, tu restes en costume. Ouais, comme ça on se voit tout de suite. On enchaîne. Quand Nicolas débarque en coulisses, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les comédiens. Allez, on y va. Globalement, le combat, ça va plutôt. Ouais. Alors, c'est le rythme. T'es pas dedans, en fait. D'accord. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que t'écoutes pas la musique. Et je vais te dire, c'est frappant. On sent que c'est, je sais pas combien de spectacle de la saison pour toi. Ouais. Et peut-être je fais pas attention et du voilà. coup, c'est trop automatique. C'est complètement automatique. Ouais. Alors, il faut vraiment être dans le rythme de la musique. En plus, il faut que la scène soit comme une danse permanente. D'accord. Mais je vais te leur montrer ça. Je voudrais qu'on le fasse. C'est bon? Ouais, on peut. Et pour être sûr que le message passe, le metteur en scène n'hésite pas à rentrer lui-même dans le rôle de l'actrice. Tu pars comme ça, tu vois. Ok, d'accord. Et comme ça, comme ça. Je regarde pas trop là-bas, parce qu'en fait, moi, je regardais vraiment le gars qui arrive avec la charrette. Oui, non, mais tu peux le regarder, mais en même temps, tu regardes à droite, à gauche, comme quelqu'un qui dit, bon, il faut que je planque mon truc, donc tu regardes un peu, tu vois, comme ça. Et après, il me jette comme ça, en fait. Ben, à ce moment-là, tombe comme ça, donc t'es jeté comme ça. Ok. Pendant un quart d'heure, le directeur n'hésite pas à donner de sa personne. Il ne lui manque que la robe. Bon, Jessica, merci, super, je crois qu'on a fait le tour. Parfait. Il y a des trucs qu'elle a perdus, elle a oubliés, c'est des automatismes. Et quand ça devient automatique, c'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que y a plus de vérité dans le jeu d'acteur. Parce que c'est une succession d'actions. Et alors, ça n'a plus de sens. Pardon. Le Puy du Fou sans authenticité, c'est le cauchemar de Nicolas. Ici, chaque représentation doit prendre au triple les spectateurs. Le parc ne doit jamais devenir une usine à spectacle. Si le Puy du Fou devient une usine à spectacle, les visiteurs vont le sentir. Si les visiteurs le sentent, ça ne marche plus. La magie n'opère plus, c'est-à-dire l'émotion ne passe plus. Pendant la haute saison, le parc fait également appel à 3000 bénévoles. Ils participent à des spectacles nocturnes. Ah. Ça va toi? Bonjour. Et eux aussi ont droit régulièrement à une petite visite du directeur. Allez, Benoît, viens là. Autour d'un verre et d'un gâteau un peu bourratif, Nicolas tente un trait d'humour. Tu vois? Ceux qui vont sur les temps, n'en prenez pas, risque de noyade. Ce soir-là, l'ambiance est bon enfant, mais le directeur n'en oublie pas pour autant de souligner quelques erreurs sur un des derniers spectacles. Samedi dernier, cette brioche n'était pas dans le rythme. Le 28, il faut faire tourner la brioche plus rapidement.
Oui, mais c'est un petit jeune qu'on avait mis là. C'était Maxime. Elle est tellement lourde. Ah, faut lui donner des remontants à Maxime, hein, Non, mais pour un peu, tu vois. c'est vrai que le problème, c'est brioche. Elles sont lourdes, c'est lourd. Vraiment. Même à deux. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Chacun est dans son rôle. Le nôtre à la mise en scène, c'est de chercher l'erreur. Non pas l'erreur des acteurs, ça ils savent. Hein, ça c'est ce qu'on est en train de faire, on corrige les petits détails. Non, c'est l'erreur, notre erreur, l'erreur du metteur en scène. C'est-à-dire l'erreur qui est ce moment de perte de tension justement, ce moment où l'émotion n'est plus là, parce que on sent le public qui tout à coup se dissipe un peu et revient à lui-même. Quand le public revient à lui-même parce qu'il y a un petit mouvement d'épaule, qui se recale dans son siège, ça veut dire qu'on a mal fait notre travail. Il faut retravailler pour garder avec nous le public sur la scène. Pour améliorer les shows au cours de la saison, tous ceux qui y participent ont pour obligation de répéter. Cela fait déjà 1 mois qu'une centaine d'acteurs enchaînent les 20 spectacles du parc, au risque de tomber dans la routine. Alors, après chaque représentation, les comédiens reviennent sur scène pour corriger leurs erreurs. Pendant que les gladiateurs s'entraînent, sur le site du spectacle des Vikings, ce sont les animaux qui ont droit à un examen de passage. Là, équilibre. Vas-y. Regarde-moi. Oh. Non. Ça, il a pas le droit. Hein. Ça, c'est interdit. Engueule-le. Non. Donc toi, tu as le droit de lui dire non et de le gronder quand... Là, on lui a pas demandé, on lui demande une fois, on lui demande pas 2 fois. Vendéen pur jus, Antoine est le responsable du show des Vikings. En vrai papa poule, il veille sur sa petite troupe. Ce cavalier émérite a repéré un problème pendant le dernier spectacle. Le cheval s'est cabré à 2 reprises, c'est une fois de trop. Antoine n'a qu'1 heure pour corriger ça avant la prochaine représentation. On a travaillé tout l'hiver pour dresser les chevaux à se mettre debout. Alors c'est pas sur la commande du cavalier, c'est moi qui commande en fait en levant mes baguettes. Et après ils y prennent goût, lui il y prend goût. Ils font pas tous de la même manière, mais lui il vient chercher avec ses antérieurs comme ça. C'est petit malin. Arrête. Non. Là. Demi-tour. Volte. Tranquille, Will. Calme-le. Il est complètement speed. Calme-le. Arrêt, caresse. Comme il est encore en train d'apprendre, on fait pas comme avec les vieux où on sait qu'ils arrivent pleine balle et ils se mettent debout. C'est je repasse au trot, puis je repasse au pas, puis je fais l'arrêt. Faut vraiment que ça soit ultra pédagogique. Voilà. Oh. Oui, c'est bon. Ça c'est calme. Cherche la même tout à l'heure. Antoine n'aura eu besoin que de quelques minutes pour que l'animal comprenne. Plus qu'une demi-heure avant le prochain spectacle, alors dans son costume de chevalier, il ne néglige aucun détail. Ce dracard devra disparaître dans les flots au son des tambours. C'est bon. Sur ce show, Antoine est meneur depuis 10 ans. Aguerri au combat, il a une expérience qui fait référence. Robin, on peut se refaire le combat? À 15 minutes de l'ouverture des tribunes, cet acteur se fait gentiment remonter les bretelles. Tu donnes des ordres aux autres Vikings, mais tu dois jamais marcher, quoi. Jamais tu dois marcher. C'est toujours, je cours, je m'arrête, je donne des ordres, hop. Je sens que tu fais le chez Viking et que tu veux mettre la hargne, mais il faut la mettre sans que ça se ressente sur la lame. Robin vient juste d'endosser un rôle de chef des Vikings. Son combat se déroule à quelques mètres du public et il ne le maîtrise pas totalement. Ce qu'il faut là maintenant, c'est que t'en déroules. Tu vas t'y faire. Et fais pas la tête. Oh, mais je sais pas la raison. Mais ça se voit, et t'arrives au final, on est censé tous sourire. Ouais, et le public, il le sait pas. Il y a tellement de choses qui se passent, vraiment, le public, il s'en rend pas compte. Donc, c'est pas grave. Après, on en discute quand il n'y a plus personne, on reprend les trucs, mais je sais que t'es consciencieux, mais ça se voit après que tu t'es pas content, mais ça, tu peux pas le montrer au public. Ça marche? Et roule. Ce serait difficile de ne pas faire partie du spectacle, d'être simplement manager à l'extérieur, en tribune.
Moi je suis issu du spectacle et on voit beaucoup plus de choses de l'intérieur. C'est facile de se rendre compte de la fatigue des uns, des autres, de la petite blessure, d'être capable après de corriger les choses, de souhaiter retravailler tel ou tel effet pour l'améliorer. À raison de 2 à 8 spectacles par jour, avec des cascades, les acteurs sont soumis à un gros rythme physique. Ici, pas un été sans blessé. Ça arrive malheureusement. C'est un blessé en coulisses. C'est pas très commun hein, pour un viking, un guerrier viking, mais voilà, ça fait partie des aléas de la saison. Je viens de trouver un rôle de lépreux moi dans le spectacle, il n'y a pas de problème. Ah bah il y a pas. Je vais reposer ça, puis on va réouvrir les portes là, dans 5 minutes et on remet le spectacle en route. Dans le parc, le show des Vikings est le préféré du public, car c'est l'un des plus impressionnants. À peine le temps d'enfiler sa cape rouge, Antoine saute sur son cheval pour un départ en trombe. Sur scène, Antoine incarne un chevalier défendant un village attaqué par des Vikings. Les acteurs sont catapultés dans tous les sens. Combat final! Alors que les cascades et les explosions s'enchaînent, Antoine a regagné les coulisses. J'ai pas beaucoup de temps, donc il faut faire vite. Pour impressionner les spectateurs, il va réaliser la cascade la plus dangereuse. Lui et son cheval Polo vont prendre feu. Le cheval, on l'a équipé, préparé, de façon à ce qu'il ne sente pas la chaleur. Il ne sent pas du tout la flamme ou le crépitement de la flamme. C'est plutôt le bruit ou le halo de lumière que peut générer la flamme qui pourrait effrayer le cheval. Donc on l'a habitué tranquillement, petit à petit, justement, à jouer avec cet élément qui est le feu, qui est un peu particulier. Par contre, lui, le cavalier est un tout petit peu moins protégé parce que c'est important que le cavalier sente la chaleur pour se dire bon ben okay, là, il ne faut pas que je fasse plus, il ne faut pas que je fasse durer. Pour résister au feu, Antoine a revêtu une combinaison inifugée et rajoute 4 couches supplémentaires. J'avais déjà chaud, je vais avoir très très chaud. Une fois enflammé, lui et son cheval supportent une température de plus de 500 degrés. Si jamais la chaleur monte trop, je peux sortir plus rapidement de scène. Je suis capable aussi à cheval de tout enlever. J'ai pas forcément besoin d'avoir des gens autour de moi pour m'aider à enlever le feu sur le cheval. Et on a fait un système où je suis capable de tout enlever sur scène. Vous sentez pas la petite brise de vent frais là qui arrive là? Je vais me couvrir encore un peu plus parce que faudrait pas que je m'enrhume. Hop, ça ira. Petit secret de cet effet spécial, Antoine et Polo sont tendus d'une pâte. La pâte qu'on utilise pour faire ces effets feu, c'est une pâte spéciale qui est une sorte de marmelade prête à l'emploi, exprès pour ce genre d'effet. Si on n'éteint pas, si on n'enlève pas l'équipement de protection du cheval et si on laissait brûler, ça pourrait brûler facilement 5 minutes sans aucun problème, non-stop. Malgré toutes ces précautions, Antoine reste sur ses gardes. Quelques jours plus tôt, il a été victime d'un retour de flamme et s'est brûlé les cils. La boule de feu disparaît de scène. À sa sortie, Antoine est attendu par 2 assistantes. Tout est prévu pour éteindre les flammes. Attends, il est en bas, il est en bas, il est en bas. Alors je pense que l'effet a bien marché. Polo, il a 19 ans aujourd'hui et il brûle depuis presque 10 ans maintenant. Il a bien travaillé, il a le droit à sa petite récompense. Il est comme moi, il a eu chaud, donc il est content qu'on lui enlève tout. Moi je vais passer par la caisse costume parce que ça a cassé, c'était pas prévu. Plus la saison estivale avance, plus les costumes souffrent. Au cœur de l'été, beaucoup font l'objet de réparations. Et ça, c'est le rôle de Lucille. Lucille, j'ai un problème.
la fermeture. Ouais, la fermeture est cassée, mais juste avant que je parte sur scène, donc je pouvais vraiment rien faire. Du coup, elle était ouverte. Donc elle était ouverte, mais comme j'ai la protection et que ça fait une ceinture devant, ça allait. Je préférais pas commencer à tirer dessus. Bon, si avec Jean-Claude, on peut changer une fermeture. Et je regardais le pantalon. Ouais. Bon, ça se voit qu'on est bien avancé dans la saison, mais il faut qu'on prévoit d'en faire un autre avant la fin. Ouais. Mais on ne jette pas, hein, parce que ça, un cuir patiné comme ça, ça se met dans un musée. Tout à fait, on va l'empailler. C'est bon, j'ai le droit. Oui. Des années et des années. Oui, bien joué. J'en ai arraché des costumes. Je ne devrais pas dire ça, une costumière. Ouais. Bon, allez, bon courage. Et dans une demi-heure, le spectacle, ça va aller. On n'a pas vraiment le choix. Bon courage. Dans cet atelier, Lucille et Jean-Claude ne chôment pas. Ils gèrent les costumes et les accessoires du spectacle des Vikings et celui des chevaliers de la table ronde. En tout, le parc dispose de 48 000 costumes. Des armures en cuir, des casques romains, des capes de mousquetaires ou encore des robes de princesse. Comme les réparations peuvent être vachement variables, on est obligé d'avoir des scratchs, des fermetures, des boutons, des rivets. On est obligé d'avoir une grande variété de choses. Comme ça nous permet en fait de travailler rapidement et s'il y a une urgence, de pouvoir réparer le plus vite possible. Ici, c'est un peu SOS Armure. Les acteurs défilent. Lucie, j'ai l'élastique de la spalière. C'est enlevé pendant le spectacle. D'accord. Tu peux me le changer, on demande un petit peu de temps. Voilà. Ça marche. À gauche. Okay. Voilà. Je te laisse le ramener. Ouais. Ouais, je le remettrai en place tout à l'heure. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Il est à quelle heure le prochain? 18h30. 18h30. Bon bah c'est bon, il sera fini celui-ci. Hein. Il fait des petites réparations. Donc il faut faire tout de suite avant que ça s'aggrave. Ce spécialiste du cuir a travaillé pendant 30 ans dans la haute couture, notamment chez Chanel. Mais dans ce parc, c'est à coups de marteau et de perceuse qu'il répare les costumes. Là, on a dérivé. Si on prend une teneur, on risque d'esquinter tout le cuir. Donc, on enlève à la perceuse. Comme ça, on n'esquinte rien. Donc. Jean-Claude ne met jamais plus de 10 minutes pour réparer une armure. Il les enchaîne toute la journée. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Vas-y, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça l'a quand même assoupli pas mal. Hein. Ouais. Ça ça va lui pas donne... les couper, là? Non, parce qu'ils ont quelque chose dessous. Ouais, bah donc, oui, donc ça risque rien. Ouais. Même si ça fait ça, ça gêne pas du tout. Hein. Ouais. Hein. Après chaque réparation, Lucille fait le tour de tous ces Vikings. Tiens, Pavel, regarde, on a fait des arrangements sur le nouveau costume. Tu veux l'essayer pour voir ce que ça donne? Ouais. Place à l'essayage. Notre guerrier a l'air ravi. Pavel est paré au combat. C'est mieux? C'est bon, ça marche. Chaque année, le parc investit 300 000 € en costumes et en accessoires. Des costumes qui servent même le soir. Allez, on se réchauffe, criez, battez, qu'on vous entende! Car dans ce parc, le show est permanent et il s'invite même à table. Chaque soir d'été, plusieurs centaines de visiteurs payent 28 € pour festoyer dans une ambiance surchauffée. L'Angleterre qui remporte cette manche! C'est l'heure du grand dîner spectacle. Sous les vivas de la foule, François Ier fait son apparition et les duels à l'épée s'enchaînent. Ici, l'arrivée des plats est une attraction en soi qui doit enflammer la salle. Je ne demande pas, je d'arroser d'alcool ces splendides poulets. Puis mettez-y le feu afin que la volaille flamboie. Et mangez avec vos yeux avant de prendre avec vos doigts ces poulets du maître-queue. Le public en redemande. Alors, voilà le poulet. Mais les clients n'ont droit qu'à une cuisse par personne. Du poulet,
servis à la broche, comme dans les châteaux. Et on a l'impression de manger dans les écuelles comme si on y était vraiment en fait. C'est les plats d'antan, je dirais, hein, servis avec les personnages qui vont bien, quoi. Donc ça sort un petit peu de la cuisine traditionnelle, quoi. C'est un petit peu Arthur aux sources. Voilà. C'est pas trop compliqué de manier l'épée? C'est bien, c'est bien. Ces dîners à thème sont un vrai défi pour les serveurs. Des étudiants habillés en page, comme David et Alice. Car chaque soir, ils doivent enchaîner 2 services de 750 personnes. Une fois que les premiers spectateurs quittent la salle, une course effrénée s'engage pour Alice. Elles nous disaient qu'elles avaient à peu près 20 minutes pour redresser les tables, ce qui nous semblait totalement hallucinant pour servir 700 personnes. C'est juste incroyable en termes de timing. On a chacun nos petites techniques pour aller plus vite. Et c'est quoi la vôtre? C'est prendre les couteaux et les fourchettes en même temps. Les 75 tables sont presque prêtes. En cuisine, Alice récupère les entrées, des salades plutôt sommaires qu'elle dresse immédiatement. Hop, voilà. Ah, tu touches au but là, non? Il reste tous les clichés de remplir. C'est bon? Ok, c'est bon. David, lui, est en nage. Normalement, ça devrait être bon. Ça doit être pas loin, normalement. Je sais pas combien de temps il reste. C'est surtout ça le problème. C'est bon tout le monde là? C'est bon pour tout le monde, normalement. Parfait. Avoir le temps de se poser un peu, boire un verre d'eau, avant de reprendre le deuxième service, en fait. C'est ça le plus dur. Mais David et Alice n'ont pas le temps de souffler. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à la Halle Renaissance. 750 convives affamés s'apprêtent à entrer. Vous donnerez vos petits parchemins aux pages qui sont aux portes. Surtout, ne vous placez pas tout seul. Bonsoir, table 5. Vous voyez qu'on vous attendait, on a même amené les caméras. Table 5, 3 personnes. Suivez mon collègue. Bon appétit à vous. Alice, elle, doit s'occuper d'invités de marque. Alors, est-ce que les gens en table d'honneur sont arrivés? Ouais, super. Je vous laisse me suivre. Ces spectateurs arrivent de Bretagne. Ils ont été les premiers à s'inscrire pour être à une table un peu particulière. Et une petite surprise les attend. Vous allez en fait jouer le rôle des invités d'honneur du roi français. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se costumer en fait et jouer le jeu des invités royaux. C'est pas mal ça? Peut-être un peu grand. Certains invités sont un peu déconcertés. Peut-être que tu veux enlever ton sweat? Non, 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 c'était la mode de l'époque. C'est pas un costume de fille. Quand on m'a dit que je faisais partie de la table d'honneur, je m'attendais à être avec le roi. On m'a dit que je serais avec des personnes, etc., que je ne connaissais pas. Je ne m'attendais pas à être costumé, non. Pas du tout. On n'est pas habitué. Oui, c'est bien ça. Les enfants se prennent très vite au jeu. Ça te plaît d'être costumé? Oui, Tu es déguisé en quoi là? au Moyen-Âge. Je m'appelle Albert, je suis le présentateur de ce banquet organisé par François Ier. Et vous, messieurs, dames, vous êtes ses invités d'honneur. Vous êtes la haute noblesse de l'époque, les riches héritiers du trône. Donc vous avez une obligation, c'est de se la péter. Voilà. Ça vous plaît? Les convives sont fin prêts. Juste une dernière photo souvenir avant de démarrer. Page, que le festin commence! Le rideau se lève sur la table des invités d'honneur. Les serveurs repartent pour un second marathon. David en est à son 4e été. Mais il est déjà prêt à réenfiler le costume l'an prochain. Il y a une bonne ambiance, il y a pas mal de jeunes. C'est vraiment agréable. C'est pas compliqué, une fois qu'on a trouvé le rythme, etc. C'est vraiment agréable. Ouais, franchement, ouais, j'apprécie pas mal. C'est très difficile de partir d'ici en fait. D'une année sur l'autre, on a toujours envie de revenir. On porte un toast à tous les pages qui se sont occupés de vous pendant tout le repas. Aux pages! L'ambiance est à la fête, y compris dans les caisses du parc. Car grâce à ces 22 points de restauration, les organisateurs nourrissent chaque jour 20 000 personnes et génèrent ainsi 30% des recettes annuelles. Pour que les visiteurs succombent à la tentation de manger sur place, les responsables ont plus d'un tour dans leur sac.
Ici, tout est mis en œuvre pour vous faire croire que vous mangez une nourriture d'autrefois. Et c'est le chef Fabrice, meilleur ouvrier de France, qui crée les menus. À quelques minutes du coup de feu, ces visites sont redoutées. Chef, on fait un briefing avec tout le monde. À l'ère de la Renaissance, les gibiers étaient très prisés. Alors les viandes grillées sont à l'honneur et cet immense brasero doit faire saliver les clients. Tout le monde est prêt? Pas de souci. Donc attention de ne pas mélanger justement les viandes. Comme d'habitude, Vincent, tu fais gaffe à ça. Ici, on est sur le cochon, donc pas de volaille ici, pas de bœuf. Très important de respecter tout ça. Guider les gens. Faites du spectacle. On pense à flamber aussi, comme j'ai dit hier soir. Un peu de cinéma aussi, un peu de cinéma. On fait des flammes. Il faut que ça fasse du show. Alors, là, ici, c'est très différent par rapport à d'autres parcs, on peut les citer. Mais on fait aussi un petit peu le show culinaire. C'est le principe du brasero. Donc vous voyez, les clients, ils arrivent, bon, c'est déjà surprenant d'avoir un brasero comme ceci, un vrai barbecue, on va dire, d'époque, de Renaissance. Et en même temps, si on peut flamber un petit peu les viandes, les griller, ça apportera du jeu. Un peu de magie. Donc les yeux, ils brillent après derrière. Et pour créer l'illusion, Fabrice reprend des recettes d'époque qui replongent les visiteurs dans l'histoire de France. Déjà, on va regarder les cartes, ils sont toujours là. Bonsoir. 200 personnes doivent arriver dans ce restaurant dans 1 heure. Le chef a insisté pour que les plats gaulois soient à l'honneur. Et tu me montres ce que tu as préparé pour ce soir, s'il te plaît? Oui, chef. Alors, ce soir, on a le jambon à l'os. Vas-y. Jambon à l'os cuit à basse température, à base de moutarde à l'ancienne. Enfin, saumon feuilleté. En fait, pour rappeler un petit peu ces plats qui se faisaient entiers, cuits pas à la broche, mais cuits dans une pâte, en fait, ou dans l'argile. Alors, nous, on ne fait pas l'argile, mais on a un feuilletage. C'est plus gourmand, ça se mange aussi. Pour éviter les anachronismes et les fautes de goût, Fabrice réunit régulièrement quelques chefs afin d'affiner ses recettes. On a beaucoup de livres, on travaille ensemble, je les réunis. Ils vont m'aider à me donner aussi des ouvrages, des recettes typiques. Là, ici, on est gallo-romain, donc c'est plutôt celte. On est dans une époque où il y a très peu d'épices. Donc on fait attention à ça pour vraiment garder justement la légumineuse, comme les lentilles. C'est des petits pois, en fait, les graines à l'intérieur. Bon, ça, il y en avait partout à l'époque. Les carottes aussi. La potée, c'était que des racines, un peu de pommes de terre. Là, on triche parce que les pommes de terre n'étaient pas là à l'époque. Mais c'est le seul petit entorse qu'on va faire. En réalité, ce n'est pas la seule entorse. Pour nourrir 20 000 personnes, les cuisiniers font beaucoup d'assemblages et réchauffent les plats. Les repas sont en fait fabriqués à quelques kilomètres, de façon industrielle par un grand groupe de restauration collective, et ils sont livrés chaque matin. Mais le parc met un point d'honneur à faire illusion. Et ça marche, il compte ouvrir 2 nouveaux restaurants en 2017. Au Puy du Fou, pour tenir une saison entière, de nouveaux acteurs viennent sans cesse grossir les rangs des spectacles. Le show des oiseaux accueille régulièrement de jeunes volatiles. Mais avant d'intégrer le spectacle, ils grandissent dans la fauconnerie. À l'intérieur, nous retrouvons Élodie. Elle est chargée de veiller sur les jeunes recrues. On se concentre, hein, tout va bien. Sur son bras, un faucon lanier. Chaque matin, comme tous les autres athlètes, il est pesé par Élodie. 550 grammes pour celui-ci. Tac. Bon, je vais remonter des aigles. Hop. Peser un faucon est encore assez facile. Tac. Mais avec un aigle des steppes, il faut un peu plus de force. Tu veux faire des bisous? Oural est l'un des aigles d'élite qui s'envolent tous les jours depuis le ballon au-dessus du parc. Ce beau gaillard... C'est très bien ça, mon grand, c'est super. Fait 2,6 kg. Alors on contrôle le poids tous les jours pour être sûr qu'ils soient en bonne santé. Parce qu'un rapace qui va être malade, par exemple, il va perdre du poids. Donc déjà, ça c'est notre première indication. Et après, ils ont chacun ce qu'on appelle un poids de vol, comme les sportifs. C'est-à-dire que trop bas, ils sont trop faibles, trop haut, ils n'ont pas envie de voler. Alors que la pesée se poursuit, à l'autre bout de la fauconnerie, un heureux événement est en train de se produire. Regardez là. Alors, on va aller jeter un œil. Il est encore ouvert un petit peu, vous voyez. L'oiseau qui vient de pousser un cri dans cet œuf minuscule, c'est un héron. Dans quelques semaines, il participera au spectacle des Vikings comme ses congénères
que l'on voit sur ces images. Mais pour l'heure, sa vie est en suspens. Il n'arrive pas à sortir de sa coquille. Je vais ouvrir un petit peu là parce qu'il y a l'aile qui se coince. Hop, 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 hop. Voilà. Fais-moi voir ton bec là. Voilà. Bibi, viens là. On va remettre ça dans la boîte. S'il avait la tête un peu coincée là, il fallait l'aider un tout petit peu. Quelquefois la tête passe sous l'aile par exemple. Puis là, il peut plus pousser. Donc il est coincé. Et puis si on l'aide pas, si on repasse pas l'aile dessous, eh ben à ce moment-là, il sort pas. Une petite centaine d'oiseaux naissent chaque année dans cette nurserie. Pour les distinguer, chaque œuf porte une inscription reconnaissable par les soigneurs. Et Christophe, dit Totov. Dans ces machines-là, moi en général, j'ai 37 degrés. Ça permet de pouvoir récupérer les œufs sous les parents quand il y a besoin. Si on estime que les parents ne vont pas bien le faire, on les met ici. Et ici, ça remplace en fin de compte la maman ou le papa. Christophe a vu naître ici près de 2000 oiseaux depuis 22 ans. Quand il en parle, il a toujours la même étincelle dans les yeux. Le printemps, c'est toujours super parce que le printemps, donc on a mis notre pièce en place, tout est prêt et puis après on est donc à l'affût des premiers œufs sous les parents. Donc on met dans les machines, on en met un, on en met deux, on en met trois. Puis moi je suis super content quand il y en a pas mal quoi. Il y a un vautour moine, il y a un condor des Andes, il y a un serpentaire. C'est toujours intéressant, c'est du travail. Mais après, quand on arrive à l'aboutissement d'avoir des bébés, et quand en plus ces bébés vont au spectacle, c'est génial. Christophe a un rôle stratégique pour l'avenir du bal des oiseaux. En avant. Il garde en permanence un œil sur les futures stars du spectacle. D'autres hérons de la même famille que le nouveau-né. Voilà, The Family de hérons garde-bœufs. Alors ils vont faire du bruit, ils vont claquer du bec, mais bon, ça leur passe vite parce que après ils savent combien leur donner à manger. Ces hérons sont nés il y a 2 mois. Ceux-là ont à peine une semaine. J'ai ramené toute une cargaison de petits poissons. Alors les copains, hein? Allez hop, on met là. Allez, vous vous servez ou pas? Vous n'avez pas faim? Je vais me prendre une poignée de poissons, je vais leur mettre dans leur nid et ils vont manger les uns les autres. Et vous avez pré-mâché aussi ou... Ah ben moi non. Non, je pourrais mais j'ai pas envie aujourd'hui. Est-ce que les petits vous avez faim vous? Est-ce que vous voulez manger les doigts? Ben voilà, allez. Oh là 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 là. C'est magique de voir, de savoir que dans un œuf, moi un œuf, je le prends, je le cache, je le mange. Mais là, un œuf, il bouge devant moi, il y a un bébé dedans. Donc c'est magique. Donc de réussir à passer 40 jours avec cet œuf, à l'emmener vers le moment où le bébé va donner un coup de bec et on va lui boire le bec, c'est super intéressant. Et alors le plus intéressant, c'est de montrer à des enfants. Des enfants qui peuvent venir en visite privée, on leur montre un œuf à l'intérieur duquel il y a un bébé, les yeux sont... En ce moment, Christophe couvre la future star du parc, un oiseau de proie étonnant. Voici Bariloche, un condor des Andes. Le plus grand rapace du monde en voie d'extinction. Il est né ici il y a 4 mois. Mais ce qui est surprenant, c'est vraiment ces poils, on a l'impression que c'est des poils. J'avais jamais vu ça sur celui de l'an dernier, j'avais pas vu ça. Mais mange mon... Ben voilà. Vous voyez pourquoi j'ai des soucis avec mes vêtements? Voilà. Il mange pas assez. Quand il sera grand, il fera quelle taille? Il sera 3,50 m. Ça sera énorme au spectacle, ça sera énorme au spectacle. Quand il ouvrira ses ailes, il y a 10 rangées de gens qui seront sous ses ailes. C'est impressionnant. Wow. Ce sera impressionnant. Faire voler un condor au-dessus d'un amphithéâtre de 3000 personnes, c'est le challenge de l'été prochain. Aller toujours plus loin, toujours plus haut, dans ce parc historique, c'est un leitmotiv. Cette jeune pilote s'est lancée un incroyable défi. Être la première femme au monde à voler avec des oies avant la fin de la saison estivale. Hey, ça va? Hélène n'est pas une femme comme les autres. Elle sait parler aux oies. Depuis 2 ans,
Elle a noué une relation exceptionnelle avec ses oies. On les a toutes petites, on les a quand elles sortent de l'œuf. On est les parents, on est la maman, on est le papa. On reste toute leur enfance avec elles en permanence, 7 jours sur 7. Hein? Et c'est un lien assez fort, hein. C'est nos enfants, hein. C'est nos petits bébés. Ces bernaches sont des oies de vol. Elles sont capables de voler sur des kilomètres. Hélène fait équipe avec Romain. Au parc, il en a déjà élevé plus de 300. Allez, on y va. Oh bah oui, Ce hein. matin, il les transporte dans ses boîtes vers une piste de vol située à 2 km. Non seulement Hélène va devoir apprendre à voler en ULM avec les oies, mais en plus, elle devra survoler l'amphithéâtre des oiseaux pour clôturer le spectacle. Sa première est prévue dans 3 semaines. Alors tu penses bien à mettre pas mal de gaz avant même de partir et puis 2-3 coups de poète-poète pour les stimuler. Romain a l'habitude de voler avec les oies depuis 8 ans. Il a donc pris Hélène sous son aile et la coach par radio. Quelque part, je dresse les deux en même temps. Je fais une pierre deux coups. Allez, vas-y Hélène, vas-y. Vas-y Hélène, vas-y. Ah, fallait y aller, Hélène, vas-y. Ah, c'est trop tard. Cela fait déjà un mois qu'Hélène tente d'emmener les oies derrière elle, mais pour l'instant, elles ne l'ont jamais suivie. Elle a loupé le coche. Quand elle commence à y aller, il faut y aller pour les stimuler, elle est tirée vers l'avant, parce que sinon, c'est des jeunes et elles sont folles, elles font n'importe quoi, elles savent même pas ce qu'elles font. Seconde tentative. Allez, vas-y. Mais rien n'y fait. Les volatiles ne suivent pas. Ouais, là, elle fait des petites erreurs. Je pense que Hélène est aussi stressée que les oiseaux. Il faut vraiment le sentir quand les oiseaux veulent y aller. Mettons, ça c'est une chose qu'Hélène, faut qu'elle apprenne aussi. Ça s'appelle déclencher, quoi. L'oiseau, il est là, il attend que ça. Et là, faut y aller parce que si on loupe le coche, c'est trop tard. Là, elle a trop attendu et l'oiseau, trop tard. Allez, les filles. Faut vraiment que tu leur donnes envie d'y aller, quoi. Tu fais des faux départs. T'accélères à fond et puis tu joues avec le frein, tu fais ça, quoi. Les oies sont en plein cagnard. Elles commencent à fatiguer. Hélène fait tout de même un dernier essai. À fond. Ah, dommage. Bah, là, tu peux pas grand-chose, qu'il y a vraiment pas de vent et puis elles ont pas envie. Donc on va pas forcer le destin, on va en rester là, je pense. Pour Hélène, le temps presse. Oh, ça va ma belle. Si elle veut réussir à voler au-dessus de l'amphithéâtre des oiseaux, elle va devoir s'entraîner d'arrache-pied. Je suis pas négative, ça s'apprend, c'est un boulot. Romain, il a mis du temps quand même avant d'y arriver. Et va falloir refaire pour y arriver et bien sentir les oies aussi, quoi. Mais oui, je suis plutôt confiante. Pour le moment, hors de question de décoller. Les oies ont beaucoup trop chaud. Nos demoiselles ne sont toujours pas décidées. Tac. Formidable. Au parc, les volatiles ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Pendant l'été, les allées sont bondées. Une affluence record qui pose des problèmes. Tiens, bonjour. Ça va bien? Ça va bien? De retour? De retour, oui. Plus que demain. Bon après-midi. Cet après-midi, nous retrouvons Laurent, le directeur général. Comme à son habitude, il gère le flux des visiteurs. Messieurs, dames, venez au prochain. Il fera moins chaud et il y aura toujours de la place. 17h, on ne remplit pas. C'est une ville, hein, chaque fois c'est une ville de 18 000, 20 000 personnes. C'est une ville qu'il faut accueillir, une ville qui se déplace d'un côté à un autre. Ce sont des groupes de 3 000 à 4 000 visiteurs qui passent d'une allée à une autre. Vous allez voir, dans quelques minutes, ça va être noir de monde. Dans la foule, Laurent repère très vite un problème. Ah. Au sol, une femme d'une 50aine d'années fait un malaise. Allez-y, monsieur, dame, avancez. Pour gérer ces urgences, le parc dispose de secouristes. Leur priorité, dégager le passage pour prendre en charge la victime. C'est un évanouissement, hein, ça arrive
Tous les jours, toutes ces grosses journées, en plus avec la chaleur, apparemment ça n'a pas l'air d'être trop grave. Mais là, ce qui est compliqué, évidemment, c'est qu'elle était en plus entourée de plein de visiteurs. Maintenant, c'est bon, l'allée est libre, donc ça sera plus facile pour intervenir. Oui, j'ai l'ambulance qui se déplace. La dame a fait un malaise vagal. Elle va être évacuée au plus vite. Vu le nombre de visiteurs que nous recevons, 20 000, 25 000 visiteurs par jour, nous devons avoir une équipe de sécurité digne de ce nom, donc, qui est presque à H24 ou pas loin. La victime est emmenée à l'infirmerie. Après examen du médecin, elle est finalement rentrée chez elle. Pendant la haute saison, les secouristes réalisent 900 interventions qui vont de la simple bobologie à des crises cardiaques. Pour être le plus réactif possible, 80 secouristes sont disséminés sur tout le parc et les spectacles. Au spectacle. Bonjour. Voilà, sur votre droite, s'il vous plaît, messieurs, dames. Parmi eux, Pierre, sapeur-pompier volontaire. Bonjour, monsieur. Allez-y, tout droit, il sera sur votre gauche. Vous avez plus de batterie? On va vous recharger à l'intérieur, d'accord? On va vous trouver une prise, vous inquiétez pas. Bonjour, messieurs, dames. À 24 ans, Pierre en est à sa 5e saison. Comme tous ici, il ne fait pas que secouriste. Avant le début des shows, Pierre aide les visiteurs à se placer et garde toujours un œil sur eux pendant le spectacle. N'hésitez pas à continuer jusqu'au bout. Ce que les visiteurs ne savent pas, c'est que des caméras de surveillance filment en permanence les 65 hectares du parc. Pierre a regagné le PC sécurité. Ici, 200 caméras sont braquées sur les allées et les tribunes. En journée, 2 personnes scrutent les images pour lancer les secours à la moindre alerte. Ce jour-là, sur les écrans, Pierre repère un problème. Donc c'était chute apparemment au plaçage. La dame est restée pendant le spectacle et puis là elle a fait un petit malaise à la fin. Solène, notre secouriste qui est au niveau du mousquetaire de Richelieu, qui a appelé le PC sécurité pour nous prévenir d'une chute dans les escaliers. Donc ça veut dire que nous ici au niveau du PC sécurité, on est en préalerte sur potentiellement le déplacement de l'ambulance ou pas sur le site. Pierre s'attend à partir en intervention, mais la secouriste qui est sur place le rassure très vite. Ouais, Solène. Oui, vous avez reçu le message, vous êtes à la gauche au niveau du GSP. Ok, c'est bien reçu. Secouriste golf, est-ce que c'est pris en compte? Compte tenu de la gravité en fait de l'intervention, le médecin a jugé pas nécessaire le déclenchement de l'ambulance. Donc c'est pour ça que là on envoie en fait une petite golfette sur les lieux pour transporter la victime sur l'infirmerie. Voilà. Et du coup, nous, ça nous permet de garder l'ambulance pour une intervention qui nécessiterait réellement un transport. Rien de grave ce jour-là. Pierre et son équipe n'auront eu que 2 interventions à gérer. L'été bat son plein depuis déjà 1 mois et demi. L'affluence du public ne se dément pas. Mais dans les rangs des acteurs, la fatigue se fait sentir. Pourtant, tous vont devoir redoubler d'efforts, car dans 24 heures, c'est le week-end du 15 août, sans doute un record de fréquentation. Ces fins de semaine sont un énorme défi, car les vendredis et samedis, le parc accueille 14 000 personnes pour la grande cinécénie. Un immense spectacle historique et pyrotechnique. Il mobilise 3000 bénévoles sur une scène de 23 hectares. Problème, cette performance se joue en plein air. Elle est toujours tributaire de la météo. Et le lendemain, pour ce gros week-end d'été, le parc est sous des trompes d'eau. Pourtant, le grand spectacle pyrotechnique est prévu dans 5 heures. Les artificiers ont peu de temps pour tout installer et ils vont devoir composer avec la pluie. Il n'y a pas d'orage ce soir. Un petit peu de pluie jusqu'à 21h et puis après ça devrait s'arrêter. On n'est pas trop en avance en plus. Il y a plus de 700 artifices à installer sur tout le site. Pour Benoît et Jérémy, une course contre la montre démarre. Allez, c'est parti. Ils profitent de l'accalmie pour travailler. Directeur de jardinerie en semaine, Benoît devient artificier bénévole le week-end. Depuis 2 ans, il manie des milliers d'explosifs et a le privilège d'illuminer le ciel de Vendée.
Et quand même une certaine fierté de faire partie du plus grand spectacle mondial. C'est pas donné à tout le monde. Installer des artifices à une cadence infernale ne laisse aucune place à l'improvisation. Chaque année en France, une dizaine d'accidents a lieu, mais Benoît n'hésite pas à braver les éléments pour émerveiller le public. Ouais, alors au Puy du Fou, on a certains mystères, comme celui-là de marcher sur l'eau. On recule devant rien, s'il faut monter en plein milieu de l'eau, on monte. Ce qu'on recherche, c'est toujours de surprendre nos visiteurs par des nouveaux effets et surtout des effets qu'on ne voit pas forcément ailleurs. La pluie s'est arrêtée, mais le pire ennemi de Benoît est annoncé, des bourrasques de vent de 50 km/h. Le plus dérangeant finalement, c'est plutôt la vitesse du vent. Au-delà de 54 km/h de vent, il est compliqué pour nous de tirer. À quelques heures du spectacle, la malchance s'en mêle. Benoît et son collègue sont appelés en urgence sur un pas de tir. C'est là. C'est là, c'est là. Un support de lancement a été endommagé. Ok, effectivement. Donc un véhicule a roulé sans faire exprès dessus. Donc on va essayer de réparer ça. Ce support est indispensable pour créer une scène de guerre. Pas de temps à perdre. Mais rien n'y fait. La pièce est trop abîmée. Vu que c'est une tôle d'alu qui a un angle précis, à la main je pourrais pas le ramener comme ça, donc ce soir on va prendre la décision de ne pas mettre les artifices dessus. Pourtant, hors de question de renoncer à cet effet. Benoît et son collègue foncent vers la réserve pour remplacer le socle défectueux. Avec ça. Pour remplacer le support qui est détérioré, on va utiliser d'autres supports et on règle les angles comme il faut pour avoir exactement le même effet. Un travail de haute précision qu'il réalise dans l'urgence. C'est la panique là? Non, c'est jamais la panique. Mais c'est que c'était pas prévu. C'est bon, celui-là il est bon, relisse-le. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ça part en l'air, s'il y a un défaut d'angle, il est amplifié et il se voit d'autant plus. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Benoît et son collègue ont déjà perdu 10 minutes. On n'est pas du tout en avance, il nous reste encore tout le contrôle des lignes à faire. Mais ça va être bon. Dès que toutes nos lignes auront été testées et qu'on sait que tout est bon, on prendra un moment pour se détendre un petit peu. Les artificiers ont mis 2 heures pour tout installer. Reste à espérer que le vent ne gâche pas la fête ce soir. En ce 15 août, le vent capricieux risque aussi de réserver des surprises à Hélène. Dans quelques minutes, elle espère survoler pour la première fois avec ses oies l'amphithéâtre des oiseaux. Quelques étirements pour se décontracter avant d'écouter les derniers conseils de Romain. Ce qui va se passer au décollage, c'est qu'elles vont prendre l'altitude et à un moment, elles vont faire les connes. Tu vas voir, elles vont fou, ça c'est sûr, enfin j'en suis quasi sûr. Pas de panique, t'attends, tu changes rien, tu changes pas d'axe, t'attends qu'elles reviennent. Donc là, t'as 1 minute 30 pour qu'elles viennent avec toi. À partir du moment qu'elles sont avec toi, c'est bon, ils t'annoncent les vautours. Là, tu déclenches le chrono, t'oublies pas, et tu t'alignes déjà à la fauconnerie. Et après, en gros, il va te rester 4 minutes pour aller jusqu'à la fauconnerie. Hélène est la dernière attraction du spectacle, qui a déjà commencé à 2 km d'ici. Pour sa grande première, une difficulté s'est ajoutée. Elle va devoir passer au-dessus des tribunes à un horaire bien précis, juste après un lâcher de 150 volatiles. Hélène et ses oies prennent enfin leur envol. Niveau timing, t'es carrément nickel, donc c'est tout bon. Prends ton temps maintenant. Tu peux commencer à amorcer ton virage sur ta droite
Mais tranquille, t'es en avance, donc tranquille. Elle a pris son altitude, le timing est bon. Jusqu'ici, tout va bien. Tant que les oiseaux ne sont pas en boîte, il n'y a rien de gagné, mais c'est bon. J'y crois. Dans les airs, Hélène a du mal à garder le cap. Elle est secouée par le vent. Hélène, bilan. Ouais, tu vois, là c'est déjà les 1000 ans, donc pas de panique, mais t'es pas en avance en fait. 1000 ans, ça veut dire c'est la dernière ligne droite, il faut qu'elle passe à la fin des 1000 ans. Et les 1000 ans, ça dure 2 minutes 30, 3 minutes. Donc, elle a 2 minutes 30, 3 minutes pour y aller. Elle a perdu son avance et n'a désormais plus le droit à l'erreur. Là, les oiseaux, s'ils font une connerie, elle est foutue. Elle n'aura pas le temps de les récupérer. Ils font un virage à droite ou un virage à gauche, et puis elle passera pas dans les temps. Il lui reste 25 secondes pour passer. Et tu peux tirer sur la barre là, Hélène. Les oiseaux sont bien avec toi, tu peux prendre de la vitesse. Et si t'es trop haute, bah tant pis, ils vont mieux passer trop haute que pas du tout. Allez, annonce-toi au fauconnier par où t'arrives. On te voit. Timing parfait. Hélène salue le public. Son rêve s'est réalisé. C'est nickel, ça peut pas être mieux. Bravo, c'est super. Ça peut pas être mieux parce que c'est vraiment... c'était le but, quoi. Le spectacle idéal, c'est que les fauconniers présentent Hélène et ils saluent. Et c'est ce qui a dû arriver. Alors là, le timing, si je fais comme ça pour les 5 prochaines années, c'est parfait. C'est top, topissime. Message de félicitations des fauconniers. Le duo a réussi son pari. Dernier effort pour Hélène, ramener tout le monde à bon port. C'est bien, là le spectacle est terminé. Bon, bah félicitations Hélène. Ouais, hé, 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 hé. Impeccable. C'est bien Mélolotte. C'est bien. C'était pas mal. C'était pas mal, non? J'imaginais pas forcément un jour que je volerais avec des oiseaux. Mais je suis super contente de le faire. C'était plutôt magique. Ah! Hélène vole désormais de ses propres ailes. Quelques heures plus tard, pour Nicolas et les 3000 bénévoles du parc, c'est l'heure de vérité. Salut Jean, ça va Nicolas? Ça va Nico? Ça va la pêche? Ça va? Salut. Le grand spectacle pyrotechnique va embraser la Vendée devant 14 000 personnes. Une heure avant, Nicolas met la pression sur les acteurs et notamment Antoine, notre cavalier de feu. Lors du dernier show, un détail a déplu au patron. Catherine, c'est bien. Antoine, ça va pas. Non. Alors non. Le cheval en feu est parti sans être enflammé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est très bien. Le suivant l'a mis à feu, le porteur de torche l'a mis en feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé au départ? Du coup, comme il y avait beaucoup de vent, en fait, celui qui nous allume, juste avant de nous donner le top pour rentrer sur scène, trop de vent, la torche est éteinte, elle est allumée, la torche est éteinte. Donc nous, on avait convenu, si un jour ça arrivait, cause pluie, cause vent ou autre, on avait un problème, le cheval part, et comme on sait qu'à juste avant le rond central, on a celui qui allume l'homme torche, il nous regarde, et si jamais on a un souci, il vient nous allumer, donc c'est ce qu'il a fait. Attends, mais il a vraiment bien percuté. Hein. Ah oui, on les informés, on les a bien. Très bien. Non, ça c'est bien. L'air de rien, Nicolas a remonté ses troupes avant le grand show. Pendant ce temps-là, dans le village des bénévoles, comédiens et figurants finissent de se préparer. Parmi eux, Benoît, l'artificier en chef du spectacle,
il profite d'un dernier moment de répit pour saluer sa famille. Coucou Margot. Bon, tu vas jouer ce soir? Oui, avec maman? Tu seras pas trop fort de Non. Comme d'habitude. Hein? Caroline, vous faites aussi la Cinécénie? Oui. Depuis 97. Vous vous êtes rencontrés comment? Ah bah ici. On s'est connus là, en 2007. Des centaines de familles vendéennes comme celle de Benoît participent ce soir à la Cinécénie. Même la petite Jade rejoindra le spectacle dans quelques semaines. Et voilà la petite dernière, Jade. Dis bonjour. Et c'est une passion commune dans une famille, on vient tous ici, et puis ben voilà, tout le monde est content. Hein Jade? Content de venir là? Puis Margot aussi? C'est bien. C'est du spectacle là. L'artificier en chef part rejoindre son site de tir. C'est sur cet immense domaine que va se dérouler le grand spectacle pyrotechnique. Des milliers de spectateurs envahissent déjà les tribunes. Attends, on avance, on est en retard. Nicolas et Philippe de Villiers ne veulent pas rater l'un des derniers spectacles de la saison. Ouais, surtout qu'on a un vrai problème d'acoustique là. Chiant, l'acoustique est emmerdant. Soucieux du moindre détail, ils vont depuis la régie et les tribunes passer au crible la représentation et traquer toutes les imperfections. Là, on peut faire ça. Sur la scène des tambours de feu et des Vendéens, on a les tambours là, les tambours et les tambours ici, les tambours ici. Là, et on les a là, oui. là, c'est ça. là. Pour le moment, la météo semble de leur côté. Et le public a répondu présent. On s'attend à plein de couleurs, un peu d'artifice. Et un beau spectacle. On a fait la première visite tous les deux, en amoureux du coup. Et donc on voulait faire partager une deuxième fois avec nos enfants. Moi ce qui me plaît en tout cas c'est de savoir que ce sont des bénévoles en fait qui font tout ce travail-là. Ils ont vraiment un vrai jeu d'acteurs et c'est ça que je trouve impressionnant. C'est prenant de se dire que voilà, c'est des gens comme nous qui arrivent à te faire un tel spectacle, à se coordonner. À quelques minutes du démarrage, la pression est maintenant sur les épaules de Nicolas et Philippe. Qu'est-ce que ça vous fait comme ça à chaque fois que vous venez à la Cinécénie de voir la même impression, la même chose que depuis la première du 16 juin 1978. Le trac. Parce qu'en fait, quand je vois tout ce monde, j'ai beau me dire, il n'y a pas de problème, ça sera comme hier, comme dans 8 jours. Ils seront conquis très vite, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et ce soir, ce n'est pas gagné. Le spectacle ne commencera pas à l'heure. Pourquoi ce retard là? Pourquoi ce retard? Non, mais attends. Pourquoi ils sont en retard que ça? Ils ont oublié des choses, ils ont oublié des habits. Ouais, mais c'est bon. C'est la merde. Non, mais non. Non. J'attends le point avec un peu de retard, qui va me dire dans quelques instants où est-ce qu'on en est. Mais ce que m'a dit un autre adjoint, c'est que ça va, on est bien. Donc je suis pas inquiet. Effectivement, 3 minutes plus tard, tambour et trompette résonnent. Philippe et son fils ne manquent pas une miette du spectacle. Nicolas dégaine son dictaphone. Groupe 22 Quintaine, il faut lever ses bannières sur le petit quai que lorsque la lumière s'allume sur le petit quai. Chaque erreur est enregistrée. Sous les yeux du public se déroulent 6 siècles d'histoire de la Vendée. En tribune, les De Villiers dissertent sur des questions essentielles. Il y a un truc que je comprends pas bien, c'est que l'éclairage au sol, là, il est très très faiblard. C'est dommage parce que, regarde, les cochons, on les voit pas. C'est sérieux. Non, les cochons, non, parce qu'ils passent trop pas les projecteurs. Non, c'est parce que, regarde, les chèvres, on les voit bien. Donc il y a un problème d'orientation des projets, ils doivent être comme ça. Non, c'est
pas du tout un problème d'orientation. Groupe 95, les cochons se passaient trop près des projecteurs. Alors que le spectacle a déjà commencé depuis 20 minutes, en régie, Benoît l'artificier s'inquiète de la météo. Bon les gars, ça donne quoi au niveau du vent? Ça va être bien. Au niveau du vent, c'est bon ou pas? Ouais, ça va être bon. On est à combien de kilomètres heure là? 40. 40, donc ça passe. Ça doit s'atténuer un peu en fin de spectacle? Ouais, ça va baisser un peu. Bon, super. Ouais, je vous laisse. Je venais juste vérifier ça. Merci, salut. À 15 minutes du final, sur scène, la guerre vient d'éclater. En coulisses, Antoine s'apprête à enfourcher son cheval. Après les remarques de Nicolas, il ne peut pas se rater. Donc là, je vais mettre une petite protection thermique parce que il va y avoir beaucoup de feu et le point le plus chaud, ça va être ici au niveau de ma nuque. Comme on peut le voir ici sur cette cagoule qui jaunit avec le temps. Et donc voilà, je vais mettre ça et vous allez voir, c'est absolument gracieux. J'aurais pu jouer dans Maison dans la prairie. Antoine plaisante, mais ce soir, la pression est grande. Allez, vas-y, tu me chapotes et puis voilà. Donc je représente dans le spectacle un soldat républicain. Autant vous dire qu'on les aime pas trop dans la région. Et donc voilà, il va m'arriver une bricole. Une bricole à 500 degrés. Antoine et son cheval s'enflamment. Le cavalier doit maintenir le cap au milieu de 300 comédiens. À l'arrivée, le brasier est impressionnant. Dans l'assistance, une petite fille a eu peur pour son papa. Ça va, Roxane? Ça va? T'as eu un peu peur? Mais tu vois, tout va bien. Allez, va jouer, bon spectacle. Mais c'était ma fille, enfin mes filles et ma femme. Et la grande, elle m'avait jamais vu arriver ici. Bon, elle me voit souvent en Viking, mais c'est la première fois qu'elle venait le regarder ici. Après un été en fanfare, l'heure du grand final a sonné pour le Puy du Fou. Benoît l'artificier, Nicolas et Philippe de Villiers ont relevé le défi. Pour tous, la récompense est bien méritée.